Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous pour ce deuxième atelier dans la thématique de la transition et résilience des filières. Je suis Pauline, responsable filière chez Agotera. Chez Agotera, je pense que vous le savez, les projets qu'on accompagne ne sont pas nécessairement tous bio, en tout cas pas encore. Mais l'histoire d'Agotera a commencé avec la bio, puisque c'est en cherchant des financements pour la transition en bio de la ferme familiale que Mathieu Tout-le-Monde a découvert les acheteurs à l'aval de la filière lin de sa ferme pour débloquer des financements. Mais en réalité, au-delà du financement, qui est déjà un énorme défi, la transition de la filière bio, elle demande une transition des filières au global. On parle d'allongement de la rotation, de nouvelles cultures et donc de nouveaux débouchés pour ces cultures. On parle également de ségrégation dans le circuit tout au long de la chaîne de valeur. Et donc c'est pour ça que pour nous, chez Agotera, les intervenants et intervenantes de cet atelier sont de véritables pionniers qui ont su fixer un nouvel horizon dont on peut tous s'inspirer aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'introduire d'abord Christelle Garnier, paysanne bio à la Ferté-Loupière dans l'Yonne, depuis 20 ans. C'est une ferme 100% bio. Et Christelle, vous avez fait le choix de confier votre production de céréales à la COCEBI, première coopérative de céréales 100% bio, avant même l'existence du cahier des charges de la bio. Et vous êtes aujourd'hui vice-présidente de la COCEBI depuis 2010. Vous êtes également administrative de Biocoop et vice-présidente du label Bioéquitable. Bienvenue Christelle. Je voudrais également vous présenter Émilie Lovenbach, qui est également une pionnière du développement durable, depuis 20 ans chez Ecoton. Bon, Ecoton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les produits Bjorg notamment, qui sont plus connus via cette marque que le groupe derrière. Vous avez cultivé une expertise unique, alliant passion pour l'environnement et innovation. Vous avez piloté des initiatives majeures, notamment au sujet du retrait de l'huile de palme dans les produits de chez Ecoton et l'élimination d'additifs controversés. Et donc, à la tête de la stratégie RSE d'Ecoton, vous avez mis en œuvre une démarche fédératrice qui s'appelle « Nourrir la biodiversité ». Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. En tout cas, merci de venir témoigner à Carbone Connect. Enfin, notre dernier intervenant pour ce panel est Philippe Camburé, céréalier bio dans l'Yonne également, sur une ferme de 200 hectares convertie en bio depuis 23 ans. Vous êtes également président de la FNAB, Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et Philippe, je vous laisse la parole pour commencer. Ensuite, nous écouterons Christelle, puis Émilie, dans cet atelier autour de l'agriculture biologique et transition filière, l'expérience des pionniers. Eh bien, merci beaucoup. Et puis tout d'abord, un grand bravo et merci à Agotera pour l'organisation de cette journée et puis aussi de nous avoir laissé la parole en tant que pionnière de la filière bio. Mais en tout cas, c'était un très bon signal qu'on a perçu en voyant arriver votre invitation. Alors, des pionniers, ça commence effectivement à dater un petit peu. L'agriculture biologique, ça fait des années et parfois même certains disent qu'elle a toujours été bio, sauf depuis quelques événements du 19e et du 20e siècle. Bon, en tout cas, pour la FNAB, c'est pas loin de 50 ans, bientôt la cinquantaine. Un regroupement d'agricultrices et d'agriculteurs sur le terrain qui se sont dit à un moment donné, mais ça commence à bien faire, on travaille tous un peu dans notre coin à avoir une démarche agricole différente, finalement, en essayant de s'exonérer de produits de synthèse. Est-ce qu'on ne se mettrait pas tous ensemble pour définir ça concrètement? Ça a donné un cahier des charges, ça a donné aujourd'hui des groupements d'agricultrices et d'agriculteurs bio un peu partout en France. Et on a eu besoin de s'entourer de salariés. Et c'est pour ça que la FNAB aujourd'hui, c'est un réseau de structures de conseil qui sont là quand on a besoin de conseils pour se convertir, mais qui sont là aussi pour engager tous les enjeux de transition, donc de construction de filières, d'accompagnement de la restauration collective à atteindre les enjeux de la loi Egalim, entre autres, et évidemment sur tous les sujets de politique syndicale. Donc je passe rapidement là-dessus. Voilà pour la parenthèse historique. Alors, bio, pourquoi ? Aujourd'hui, on remarque bien qu'on a besoin de réexpliquer ce que c'est. Peut-être que ça souffre de son grand âge, à une dénomination comme ça, mais il faut réexpliquer puisque ça semble tellement évident à certains que c'est complètement inconnu pour d'autres. Bio, c'est tout simplement dire non, stop,
aux produits chimiques de synthèse à l'entrée du champ, à l'entrée de la ferme. On dit stop, non, on va se passer de ces produits-là. On a finalement toute la possibilité de faire autrement. On a tellement confiance, on a une confiance ancrée en nous dans la possibilité des solutions agronomiques. Laissons de côté, par principe et au départ, tous ces produits-là. C'est cette démarche agronomique qui a conduit finalement à la préparation de ce cahier des charges qui était AB. On fête cette année les 40 ans du label AB et ensuite du label européen que vous voyez symbolisé par cette eurofeuille. Ça a été ce principe-là de départ et des règles de production, aussi bien donc sur la question du sol, mais aussi sur la question du bien-être humain, du bien-être animal. On se pose la question de l'impact climatique, de la biodiversité. Et évidemment, c'est un cahier des charges qui est toujours implémenté vers toujours mieux, toujours plus. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs en bio, mais en tout cas, on se soucie de tout ça depuis 40 ans maintenant. Et puis, depuis 40 ans, on a eu, heureusement, finalement, des preuves qui se sont accumulées au fur et à mesure que les résultats sont au rendez-vous. C'est au rendez-vous sur la biodiversité, plus 30-32% d'espèces présentes sur les champs bio, plus 20 et parfois encore plus d'individus. Et puis, point de vue émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'on a 10, 15, 20, 30% d'émissions de gaz à effet de serre en moins parce qu'on n'utilise pas des engrais azotés, par exemple, enfin pour tout un tas de raisons. Donc, c'est reconnu par la science et c'est ça qui nous encourage tous les jours à aller plus loin parce que le cahier des charges, c'est, comme je l'ai dit, une obligation de moyens au départ, donc une réglementation sur les moyens. On n'utilise pas d'intrants de synthèse ni d'OGM, mais ça se voit sur les résultats. Et c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on a à cœur de continuer dans cette voie-là, même s'il y a un petit peu de tempête sur notre chemin à l'heure actuelle. Alors la tempête, ça se concrétise comment ? Économiquement, aujourd'hui, on subit une crise sur le marché, qui a différentes raisons, on ne va pas y revenir ici, mais on est persuadé que la solution, elle vient dans, finalement, une meilleure organisation de la commercialisation. La commercialisation, elle a été historiquement par des collègues qui se chargeaient de la production et puis de la vente la plus directe possible, en circuit très très court, avec parfois même la transformation à la ferme. Et tout ça, ça a changé. On a connu le changement d'échelle de l'agriculture biologique sur les surfaces, on va en dire deux mots tout à l'heure, mais aussi un changement d'échelle dans les structures. La taille des structures s'est forcément accrue et on a eu besoin de s'organiser ensemble. Donc, la difficulté qu'on a eue, c'était de créer ces filières, parce que quand on est dans une filière qui est diversifiée, qui symbolise même la diversification, on fait le pas de côté agricole, ça veut dire qu'il nous faut nous organiser entre interlocuteurs et acteurs sur ce cahier des charges-là. Il faut qu'on se mette tous d'accord, donc réorganiser des filières, ça veut dire qui produit quoi, quand, où, et qui est en mesure d'acheter combien, pour combien, évidemment, il faut qu'on parle de valeur, nous aussi, dans ces échanges-là. Et on s'y est frotté, et avec des expériences, donc comme on va en parler tout à l'heure sur les céréales, mais aussi sur le lait. Tout le monde a entendu parler de Biolait un jour. Biolait, c'est une expérience de structuration de filière qui aujourd'hui est à la manœuvre pour résister, parce qu'il y a besoin de résister. Et on va voir si ce modèle-là est justement en mesure de subir cette déstabilisation qu'on peut avoir sur le marché. Donc on a créé des filières qui sont encore robustes aujourd'hui, mais on a besoin sûrement d'aller plus loin. Et aujourd'hui, aller plus loin, c'est prendre en compte les enjeux. Les enjeux, c'est qui consomme bio et qui trouve du bio où. Aujourd'hui, la consommation de produits bio, c'est 6-7% dans le meilleur des cas des achats alimentaires. La politique gouvernementale, aujourd'hui, elle se fixe l'objectif de doubler. Donc passer de 6 à 12, ça sera déjà bien, ça sera doublé, ça sera très fort. Et cette alimentation bio, elle se trouve où ? Pour la moitié des cas, donc dans la grande distribution, le réseau de distribution majeur de l'alimentation en France, la grande distribution, donc sous ses diverses formes, pour à peu près 50% des 12 milliards de marchés. Et puis ensuite, on a une distribution qui est partagée à peu près encore en 3, pour un quart la distribution spécialisée, et puis un autre quart avec une distribution plus artisanale et évidemment les circuits courts. Donc,
Ces 12 milliards de marchés, ils correspondent à 10% de l'agriculture en général, les surfaces. Même si on commence à perdre beaucoup de surface ces années dernières, on est encore environ à 10%, et puis 15% des fermes, ce qui montre qu'on a des fermes qui sont finalement plus petites, qui correspondent peut-être mieux aux enjeux de renouvellement de génération, puisqu'on emploie aussi plus de personnes, et ça fait plus d'activités dans les campagnes bio que dans les campagnes un peu moins bio. Alors les systèmes de commercialisation, ils sont divers, et la plupart du temps, ils sont orientés vers le modèle dominant, hein, donc avec parfois de la standardisation, parfois du produit accessible à tout le monde, et donc avec des niveaux de qualité qui permettent cette accessibilité. Donc il faut faire avec ça, il faut composer avec ça. Et se pose la question de reconstruire d'une autre manière pour être complémentaire par rapport aux filières historiques dont je parlais tout à l'heure, et se poser la question de l'échelle. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont nationaux, voire internationaux, et puis moi j'ai des collègues qui vendent à la porte de leur ferme avec des clients qui sont dans un rayon de quelques kilomètres. Et tout ça, c'est bio. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et tout ça, ça répond aux enjeux de société sur la biodiversité, le climat, etc. Tout ça, c'est bio. Et donc, il faut composer un nouveau paysage de distribution, un nouveau paysage de transformation. Et on a aujourd'hui quelques exemples qui montrent que finalement, il y a plein de possibilités. Et cette question de reterritorialisation, on l'a mis en œuvre de différentes manières. La plupart du temps, c'est un peu comme ici, c'est en se mettant autour de la table entre différents acteurs. Donc quelques exemples, le réseau Manger Bio, c'est un réseau qu'on a construit à la FNAB entre agricultrices et agriculteurs. On a créé des plateformes on a rajouté un maillon dans les chaînes, c'est un peu contre-intuitif. On a plutôt tendance à vouloir raccourcir. Et bien là, non. On a rallongé parce que nous, agriculteurs, on n'est pas spécialement fait et prêt pour aller travailler l'approvisionnement de grandes cantines, de grandes cuisines. On a créé des plateformes pour faire l'intermédiaire commercial, l'intermédiaire logistique. Et ça, aujourd'hui, c'est des croissances à plus 10, plus 20% par an depuis un an ou deux. C'est un des meilleurs signes positifs qu'on peut avoir. Alors certes, on part de loin, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant aujourd'hui en matière de développement. La restauration collective, on sait que c'est un enjeu fort, c'est pas l'enjeu majeur, mais c'est un enjeu fort pour redonner des couleurs aux productrices et aux producteurs bio. D'autres exemples, terre de source sur le bassin rennais, on s'occupe de la qualité de l'eau. Eh bien, on voit justement qu'en introduisant un peu plus de bio sur le territoire et en visant la consommation locale, on peut avoir pas mal d'intérêts communs. Et puis, AgriParisSen, cet enjeu aussi de reterritorialiser l'alimentation pour le bassin de consommation qu'est la région parisienne en général. Donc voilà, des exemples, il en existe. Il faut juste qu'on continue à se mettre les uns et les autres autour de la table et le plus rapidement possible, parce que évidemment, le pire serait de ne rien faire avec. Et aujourd'hui, c'est bien l'enjeu, c'est qu'on se parle entre acteurs finalement du quotidien qui sont au plus près du terrain, mais aussi en étant capable de questionner le public, les moyens publics, les politiques publiques, pour que tout ça aille le plus vite possible dans le bon sens. Et donc, je vais passer la parole à ma voisine. Bien, bonjour à tous. Je suis Christelle Garnier, du coup. Merci beaucoup de m'avoir invitée, parce qu'en fait, moi, je suis avant tout une paysanne bio. Donc, je suis là grâce à mes différents engagements, et donc, c'est ce que je vais vous présenter pour le moment. Donc, j'ai la ferme de la Collerie. Je suis paysanne dans l'Yonne. J'ai une exploitation d'environ 220 hectares avec un atelier de volailles de chair en vente directe à la ferme. J'ai repris l'exploitation il y a 20 ans. Je l'ai convertie en agriculture biologique. Donc, c'est l'exploitation familiale. Donc, j'ai énormément accompagné mon père pour qu'il comprenne pourquoi je passais en agriculture biologique. Justement, pas pour le montrer du doigt et lui dire « T'as vu tout ce que t'as fait jusqu'à maintenant », mais lui dire « Pour moi, c'est aller trop loin. Je veux vraiment changer. Regarde, c'est aller trop loin ». Et donc, mes céréales, je fais de la vente directe. Ça fait quoi ce que tu disais tout à l'heure? Donc, je fais de la vente directe pour mes volailles, mais aussi pour mes lentilles, mon blé, l'engrain, mon petit épeautre, tout ça, et même un peu de farine. Et puis évidemment, toute ma production, je ne peux pas la vendre en vente directe, mais pour autant, c'est précieux. Je pense que ma ferme,
c'est vraiment un modèle précieux pour le tissu social, le tissu local. Je relocalise l'alimentation. Et donc, je confie le reste de mes céréales dans une coopérative 100% bio, donc, qui est la COSEBI. Donc, vous voyez le logo. Donc, je présenterai après. Et la COSEBI est sociétaire de Biocoop. Parce qu'il faut savoir que Biocoop, donc vous connaissez forcément les magasins, c'est effectivement 740 magasins répartis sur tout le territoire français. Mais c'est aussi une coopérative avec des groupements de producteurs. Donc, je présenterai aussi derrière. Et puis des sociétaires salariés et des associations de consommateurs. Et en fait, tous ces gens-là participent à la vie politique de Biocoop. Et du coup, il y a des gens de chacune des sections dans toutes les différentes instances politiques, l'Assemblée générale, les prises de décision sur la stratégie. Et donc, du coup, grâce à ce fonctionnement, comme la COSEBI est sociétaire de Biocoop, c'est moi qui participe à la vie politique de Biocoop. Et du coup, j'y suis élue au conseil d'administration en tant que paysanne depuis 6 ans maintenant. Voilà, donc on peut peut-être passer... Donc après ma ferme, effectivement, donc la COSEBI, donc qui est la première coopérative 100% bio de France, donc qui est née effectivement en 1983, donc avant le cahier des charges bio. C'était vraiment des pionniers, des gens qui avaient déjà pensé à la transition finalement, qui se sont dit nous on veut pas mettre de pesticides, donc on va se débrouiller entre nous, quoi. Ils étaient 7, ils ont commencé à monter cette petite coopérative. Alors ils faisaient le commerce ensemble, enfin, et puis aujourd'hui on est 290 associés coopérateurs. Il y a à peu près 26 personnes qui travaillent dans le groupement, enfin dans la coopérative. On récolte environ 40 000 tonnes de céréales sur 45 espèces, parce que évidemment en agriculture biologique, la particularité c'est déjà la biodiversité en fait, c'est-à-dire que en conventionnel, alors ça change un peu avec l'agriculture régénérative, etc. Mais en tout cas, l'agriculture conventionnelle de base, c'était colzable et orge, donc des rotations très courtes. Du coup, l'intensification, donc la monoculture, enfin bon, et du coup, pression maladie, pression de tout ça. En agriculture biologique, les rotations, moi, mon blé, par exemple, il revient sur ma parcelle tous les 7, 8, 9 ans. Et donc, entre-temps, il faut trouver tout un tas d'espèces donc des espèces qui sont semées à l'automne, mais après des espèces semées au printemps. Enfin, on joue avec la nature. Enfin, je veux dire, on est complice de la nature. Et on compose avec elle vraiment, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, c'est pour ça que la coopérative COSEBI, donc on est coopérateur, on a apport total. Donc toute ma production, je la confie à la COSEBI, sauf ce que je vende sur ma ferme. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que toutes mes espèces, c'est-à-dire on prend pas que mon blé, enfin les choses qui ont une place sur le marché importante. On me prend tout. Donc les 45 espèces, donc les plus connues, je vais faire de l'épeautre, du petit épeautre, des lentilles, du soja, du tournesol, qu'est-ce que je fais d'autre, de l'avoine, de l'orge, du sarrasin. L'année dernière, j'ai fait du sarrasin, enfin météo. Bon voilà, pour vous présenter un petit peu tout ça. Et donc sinon... Juste une petite info, c'est que 40 000 tonnes, c'était la récolte en 2023, mais vous avez tous vécu comme moi l'automne 2023 et l'année 2024. Et bien du coup, à cause des aléas climatiques, les problèmes d'implantation des cultures, etc., mais ça, c'est pas que en bio, hein, je pense qu'en conventionnel, on a tous morflé. En récolte 2024, la COSEBI va récolter 22 000 tonnes. Au lieu des 40 000. Enfin, vous imaginez l'ambiance, quoi. Enfin, le manque à gagner pour nous tous, hein, enfin, pour notre alimentation. Voilà, donc après, ouais, tu peux peut-être passer. Et voilà, donc ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure par rapport justement à la transition, enfin aux filières. Donc là, je vais parler plus particulièrement de Biocoop. Donc Biocoop aura 40 ans l'année prochaine. Et donc c'est vrai que l'idée de Biocoop est née sur des consommateurs qui voulaient pas manger, qui voulaient manger différemment, des produits sans pesticides.
et des producteurs qui, comme la COSEBI, se sont dit nous, on ne veut pas mettre de pesticides dans nos champs. Donc voilà, il y a eu ce rassemblement, ces gens qui se sont fédérés, en fait, et d'où la naissance finalement de Biocoop. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les paysans ont une place importante chez Biocoop. Donc il y a 20 groupements de producteurs qui sont sociétaires de Biocoop. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça représente à peu près 2700 fermes. Et donc 84% du chiffre d'affaires réalisés grâce aux produits de la marque Biocoop sont issus des sociétaires de la coopérative, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment impliqué dans l'écosystème de Biocoop. Et ce qui est assez dingue aussi, c'est que c'est le seul endroit, finalement, c'est le seul endroit où les paysans ont la parole d'un point de vue politique, prise de décision, stratégie. Enfin, je veux dire, partout ailleurs, on est fournisseur au mieux ou rien au pire, enfin vraiment. Tandis que là, il y a vraiment une participation globale sur l'ensemble de la stratégie de la coopérative. Après, je veux bien que tu passes après. Ah ouais, alors si je peux peut-être rajouter, donc ces paysans associés sont donc sur la construction de filières. Donc il y a effectivement des céréales, mais il y a aussi des fruits et légumes, de la viande, du lait. Il y a du miel aussi. On a monté la première. On a accompagné des producteurs de miel à créer une filière, à créer un groupement. Et ça, c'est unique en France. Hein. Les apiculteurs, même s'ils ont énormément de ruches, sont souvent des entreprises individuelles. Et donc là, on a pu monter un groupe sur le miel. Donc, je veux bien que tu passes. Après, la priorité donnée à l'affichage de l'origine France. Donc là, c'est par rapport à la relocalisation aussi. Donc 87% de l'offre chez Biocoop est d'origine France. Et donc, il faut savoir que 100% des matières premières majoritaires dans les productibles sont des produits avec cette origine France. C'est hyper important pour nous, la relocalisation. C'est le projet qu'on a appelé le projet Cocorico, qui a été lancé en 2022 et qui a permis d'intégrer et de relocaliser tout un tas de produits. Exemple, pendant le Covid, c'est vrai qu'il y a eu pénurie de moutarde et en fait, les Français se sont rendus compte que la moutarde n'était pas française. Et bien, nous, chez Biocoop, grâce à la construction des filières, on avait déjà relocaliser la moutarde. Donc en fait, notre moutarde elle a été en rupture parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont compris qu'il y en avait. Mais en tout cas, c'est hyper important cette relocalisation, cette souveraineté alimentaire, au moins sur notre territoire. Et donc, alors, il y a l'exemple de la moutarde, mais il y a aussi l'exemple du maïs doux. On a aussi relocalisé de quinoa, même si là c'est un autre sujet parce qu'en fait il ne faut pas non plus qu'on déstabilise les filières sud, donc c'est pas le même produit, en plus c'est pas le même quinoa, mais bon voilà, toute cette idée de pouvoir relocaliser au maximum. Après, ce que j'ai je crois que c'est ma dernière. Ah oui, non. Ah oui, ok. La dernière, ce que j'ai mis, c'est qu'en fait, ce qui est aussi important par rapport à l'origine des produits et du coup l'organisation des filières, c'est on a pour objectif en fin 2025 que tous nos produits à marque de Biocoop soient avec le label, l'origine info, donc pour pouvoir donner toutes les origines de nos produits. Et en fait, comme j'ai envie de dire qu'on n'en a pas, on est fiers de ça, donc on est content de pouvoir le présenter. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais. Ouais. Après, c'est toi. Et puis bon, je serai à votre écoute pour les questions, quoi. Merci Christelle. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je représente l'entreprise Ecotone. Alors au niveau de la filière Ecotone, on est plus situé sur Laval. On est un transformateur. On a un portefeuille de marques fortes et engagées qui est désormais bien connu des consommateurs, que ce soit Biorg, Alter-Eco ou Clipper qu'on vend en grande et moyenne surface, ou que ce soit Bonne Terre, Destination ou Danival qu'on vend sur les magasins spécialisés, les magasins bio. On est pionnier et leader de l'alimentation bio et végétale en France, mais également en Europe. Et voilà, ça fait un peu plus de 40 ans, bientôt 50 ans, qu'on trace la voie
un modèle alimentaire alternatif au modèle alimentaire dominant, en proposant une alimentation biologique et végétale à même de protéger la santé des hommes et celle de la planète. Alors juste pour faire un retour rapide en tout cas sur notre parcours de pionnier, qui est un peu la thématique d'aujourd'hui, on a été les premiers à introduire la bio dans les hypermarchés et supermarchés français en 1988, rendant ainsi la bio accessible aussi au plus grand nombre. Aujourd'hui, voilà, on l'a vu tout à l'heure, les grandes et moyennes surfaces, c'est 60% aujourd'hui de la distribution bio en France. On a été les premiers à diffuser une communication, une pub TV sur la bio en 90 avec un slogan qui n'a pas vieilli, « Mangez bon, mangez bio, mangez Bjorg », qui résonne encore aujourd'hui. On a été les premiers à introduire des alternatives au lait avec une gamme de boissons végétales en 92. Et en plus voilà, de travailler sur des alternatives alimentaires, on a travaillé aussi sur tracer la voie, en tout cas, d'un nouveau modèle d'entreprise qui a même de concilier profit, qui est important pour une entreprise, c'est gage de pérennité, mais aussi impact social et environnemental positif. On a été la première entreprise agroalimentaire à obtenir la certification B Corp en 2017. Une certification qui est assez exigeante en termes de RSE et qui va balayer l'ensemble des impacts de l'entreprise en 360. Et puis, on a été la première entreprise à mission en 2020 à intégrer la protection de la biodiversité au cœur de sa raison d'être, à une époque où la biodiversité était vraiment le parent pauvre du climat. Alors même qu'en fait, la biodiversité, c'est un enjeu majeur du système agroalimentaire, puisqu'il faut savoir que 70% de la perte de biodiversité terrestre est liée à notre alimentation. Donc aujourd'hui, on a une mission qui est très claire, qui est de nourrir la biodiversité, autrement dit, protéger, faire grandir et chérir la biodiversité au travers de l'alimentation. Et pour mener à bien cette mission, on s'appuie sur 5 piliers essentiels. Alors le premier qui est fondamental pour nous, c'est de bannir l'usage des pesticides chimiques qui par nature même, en tout cas, portent atteinte à la biodiversité. Donc aujourd'hui, on a 84% de notre chiffre d'affaires en bio et on vise les 90% d'ici 2030. Notre deuxième pilier d'engagement, c'est de proposer des alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers. Alors on n'est pas végane. L'élevage, c'est important, notamment en agriculture biologique, mais notre message, c'est vraiment moins mais mieux, c'est de développer la part de protéines végétales dans l'assiette des Français. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'élevage intensif, voilà, c'est 80% de la déforestation dans le monde. Et c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre que tout le transport réuni, c'est-à-dire tous les bateaux, tous les avions, tous les trains et toutes les voitures dans le monde entier. Donc c'est important aussi de continuer à pousser une alimentation qui soit plus végétale. Notre troisième pilier, c'est la diversité des ingrédients. Aujourd'hui, on a 2/3 de notre alimentation qui repose sur 9 espèces végétales. Ça, c'est les chiffres de la FAO. Voilà, nous, on s'est donné, en tout cas pour engagement, d'aller diversifier les ingrédients qu'on met dans nos recettes, de proposer des alternatives à ces 9 espèces standardisées. Donc, à la place de proposer du blé, on va mettre de l'avoine, on va mettre de lait de poudre, on va mettre du sarrasin. Et ça va permettre de diversifier l'assiette, de stimuler finalement la biodiversité dans l'assiette, mais aussi de stimuler la biodiversité dans les champs et de répondre aussi à des problématiques de rotation des cultures côté amont. Et un pilier qui est plus récent, en tout cas par rapport à nos engagements historiques de bio et de végétal, qui est un programme qu'on a appelé Farmtastic. On a un cahier des charges bio qui est super pour protéger la biodive. Et comme le disait Philippe, voilà, des parcelles cultivées en bio, c'est plus 30% de biodiversité par rapport à des parcelles cultivées en conventionnel. Par rapport à ce cahier des charges bio, on va venir le compléter, on va venir y ajouter des pratiques agricoles qui vont favoriser encore plus de biodiversité dans les champs. Donc ça, c'est notre programme Farmtastic et on vous l'expliquera, enfin je vous l'expliquerai, on va revenir juste après dessus en détail. Et enfin, notre dernier pilier, c'est à travers notre fondation, c'est de soutenir des projets qui contribuent à la restauration et à la protection des écosystèmes qui ont été dégradés par l'agriculture intensive. On est par exemple membre fondateur du Fonds pour l'arbre, donc une association qui œuvre à restaurer les haies champêtres qui ont été massivement arrachées dans les années 50 et qui sont toujours menacées puisqu'il faut savoir qu'on perd 23 500 km de haies chaque année en France. Alors ce programme Farmtastic, qui est plus récent par rapport à nos engagements historiques sur la bio et le végétal, c'est un programme qu'on a bâti en 2020 avec les expertises
de Solagro et de l'Isara, qui visent vraiment à booster la biodiversité dans les champs. Donc, ils s'appuient sur des fermes 100% bio, donc sur un cahier des charges bio qu'on a vu qui est fondamental pour protéger la biodiversité. Et on va venir le compléter en ajoutant des pratiques agricoles qui vont favoriser encore plus de biodiversité dans les champs. Donc ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va parler en tout cas de rotation, de diversification des cultures, de couverture des sols, d'infrastructures agroécologiques. Donc ça, c'est les haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries. Et puis sur nos cultures du sud, café, cacao, on va plus aller maximiser en tout cas la présence d'agroforesterie dans les cultures. Et concrètement, comment on met ça en place ? On va illustrer ça à travers un projet qu'on mène depuis 2020 avec l'ACOSEBI et avec l'expertise de Solagro. Donc ça démarre en 2020. On fait un état des lieux, en tout cas des pratiques agricoles de l'ACOSEBI avec l'ensemble des producteurs. Et à partir de cet état des lieux, on construit un plan d'action biodiversité. Ce plan d'action, on va le mettre en place en 2021 avec un premier groupe pilote d'agriculteurs qu'on va former, accompagner sur des questions de pratiques agricoles favorables au changement climatique, rotation des cultures, etc. Et puis on va fixer ensemble les premiers indicateurs de suivi de la biodiversité et les cibles à atteindre également. En 2022, on va mesurer les premiers résultats avec ce groupe pilote. Et on va se rendre compte que l'ACOSEBI, c'est ce que disait Christelle, l'ACOSEBI est très forte sur les questions de rotation des cultures, très fort également sur les notions de couverture des sols et peut-être un peu en dessous de l'objectif concernant la présence d'infrastructures agroécologiques. Donc, on va mener une première opération de plantation de bandes fleuries avec ce groupe pilote de producteurs pour justement rehausser le pourcentage d'infrastructures agroécologiques présentes dans les parcelles. Voilà. Et puis, on va monter d'un cran aussi. On va élargir le groupe pilote. Il y a d'autres producteurs qui vont rentrer dedans. Et en 2023-2024, on continue exactement la même dynamique. On mesure, on accompagne et puis on prend en place des actions. Donc aujourd'hui, les résultats, c'est qu'on a à peu près 77 exploitations qui aujourd'hui suivent des indicateurs de biodiversité. Ça, c'est hyper important. On a du coup un reporting commun, on va dire, qui permet à chaque agriculteur de se situer par rapport aux autres et de se situer par rapport à l'objectif. Et aujourd'hui, on a, c'est ce que disait Christelle, un score hyper fort quand même au niveau de la rotation des cultures, puisqu'on a en moyenne 11 espèces cultivées par exploitation. Et un très bon score aussi sur la couverture des sols, puisqu'on a 72% des sols qui sont couverts en moyenne en hiver. Et on est en dessous de l'objectif, légèrement en dessous de l'objectif sur la partie présence d'infrastructures agroécologiques. On est légèrement en dessous des 7%. Donc là-dessus, on est en train de mener, là, on va lancer tout prochainement, une deuxième campagne de plantation de bandes fleuries à l'ACOSEBI. Donc ça, c'est pour vous illustrer concrètement comment un transformateur peut aussi accompagner en tout cas les agriculteurs à changer les pratiques, à améliorer, à continuer à innover en tout cas en termes de pratiques agricoles. Mais on a aussi un rôle à travers nos marques notamment, c'est de pouvoir influencer la demande, de donner envie aussi aux consommateurs de consommer ces produits-là, de changer leurs habitudes alimentaires pour une alimentation qui soit bio, végétale, qui protège la biodiversité. Et pour ça, on va utiliser différents outils. Le premier, c'est l'innovation. On innove énormément. On va proposer chaque année une diversité de saveurs, de nutriments, de bénéfices nutritionnels, d'usage, pour donner envie, en tout cas, de consommer ces produits-là. On va beaucoup travailler sur la communication. On l'a vu, on a été les premiers à lancer la pub TV sur la bio en 90. On continue encore aujourd'hui. On est le premier investisseur média sur la bio aujourd'hui en France, avec une communication qui est plutôt positive. Voilà, un ton qui vise plutôt à donner envie, en tout cas. Et puis, on agit aussi sur la sensibilisation. Voilà, on éduque les consommateurs sur cet enjeu de perte de biodiversité en lien avec l'alimentation et l'agriculture et sur les pratiques agricoles, les bonnes pratiques agricoles, en tout cas pour protéger la biodiversité. Donc ça, c'est un exemple qu'on a sur notre packaging de notre boisson avoine Bonne Terre. Et puis, on va un cran plus loin. On engage, on mobilise les citoyens pour faire changer positivement, en tout cas, les lois en faveur de la santé publique et d'une meilleure protection de l'environnement. Donc, on a lancé récemment une campagne qui s'appelle « Tous exposés »,
qui vise à sensibiliser les citoyens sur l'exposition généralisée aux pesticides chimiques. En 2023, il y a un quart des Français qui ont bu une eau potable de son robinet qui était non conforme à la qualité attendue en termes de normes de pesticides. Et aujourd'hui, on a 73% des fruits et légumes non bio qui contiennent des résidus de pesticides. Donc aujourd'hui, on a une exposition de pesticides qui est généralisée. Et cette campagne, elle visait aussi à interpeller le ministre de la Santé, pas toujours aller sur l'axe agriculture, mais aussi sur l'axe santé, pour faire inscrire dans la future stratégie nationale d'alimentation, climat et nutrition un objectif de 12% de la consommation bio, ce qui permettrait à la France de rattraper son retard. Aujourd'hui, on est à 6%. On a des pays au nord qui sont à 12%, tels le Danemark ou l'Autriche. Et en fait, monter la consommation de bio à 12%, ça permettrait de réduire l'exposition aux pesticides chimiques des Français, puisque le label bio est aujourd'hui le seul label public qui interdit l'usage de pesticides chimiques dans son règlement. Donc c'est aussi une capacité à agir plus largement au-delà de sa chaîne de valeur pour pouvoir aussi influencer positivement et jouer aussi un rôle positif dans la société. Et j'ai fini. Je voyais le... C'est vrai que c'est mieux de le redire, c'est que quand même la différence, l'agriculture biologique, vraiment la grande différence, c'est que nous n'utilisons pas aucun pesticide de synthèse et aucun engrais, pas d'engrais non plus, pas d'intrants d'origine chimique, donc on ne dépend pas de la pétrochimie. Et du coup, ça fait quand même aussi écho au fait que nos sols restent vivants, puisque de toute façon, ils n'ont pas de cide. On ne met pas de pesticides. Et dans le mot pesticide, il y a cide. Et c'est quand même tuer, quoi. Donc on ne tue rien dans nos sols, quoi. Merci beaucoup. Et merci de le rappeler, Christelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ouais, j'apporte le micro. Merci beaucoup. Merci, tous les trois et particulièrement les agriculteurs parce que, les paysans, ça me donne du courage. Je suis en train de reprendre la ferme familiale après avoir fait études de commerce. J'ai enfin eu mon BPREA et voilà, il n'y a que 100 hectares, mais ça me prouve que c'est possible. C'est possible, mais c'est dur, ça c'est micro-témoignage. Parce qu'en fait, typiquement, je veux mettre des poids de conserve. On me dit, ton bassin n'est pas là, les congélateurs sont pleins et tout ça. Et donc, s'il n'y a pas ces filières-là, moi qui reprends une ferme conventionnelle, c'est extrêmement compliqué. Je suis dans les Hauts-de-France, où c'est pas autant la mode que par chez vous, peut-être, de faire tout ça. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ces témoignages, il faut pousser sur les filières. Sinon, en fait, on cherche, on perd un temps fou à pas trouver. Et moi, du coup, la réflexion, typiquement, vous venez de parler de tout, pas de cide. Je vais prendre un sujet, les pois, les lentilles, toutes légumineuses et tout ça. On en a besoin pour basculer en bio et tout ça. Et je me dis, comment on fait pour reconnecter l'assiette au vivant du sol et à l'agriculture ? Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un truc qui s'est cassé. C'est qu'effectivement, moi, dans mon alimentation, j'ai l'impression qu'au quotidien, en mangeant des légumineuses, en mangeant des choses comme ça, je sais et je me dis, c'est ce qui me permettra plus tard d'avoir une agriculture bio, équilibrée, diversifiée, tout ça. Effectivement, si c'est patate tous les jours, comme c'est pour de plus en plus, on se retrouve complètement mort. Donc j'ai beaucoup de mal, et Björg et tout ça, vous le faites un peu, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on fait et pourquoi on ne pousse pas beaucoup plus sur ce lobbying-là pour dire aux gens ce que vous mangez dans l'assiette, si c'est pas diversifié, si vous forcez pas les gosses à manger des lentilles comme les grands-parents, si vous forcez pas à manger des pois, des trucs comme ça, effectivement, il n'y aura pas de filière et il n'y aura pas de bio. Et une remarque aussi, moi j'ai l'impression que le principal concurrent du bio, c'est le local. C'est bizarre, mais dans le Nord, tous mes potes me disent « Non mais c'est bon, ça vient de la ferme ». Je sais ce que le mec met sur ses champs. Donc c'est pas parce que ça vient de la ferme que c'est propre. En même temps, c'est un pote, je vais pas le... vous voyez, donc voilà. Là, j'ai une punchline géniale, moi, quand j'ai une copine qui m'invite et qui me dit « c'est pas bio, mais c'est local ». Et alors là, je lui réponds systématiquement, je dis « t'as raison de sponsoriser le paysan qui met les pesticides dans l'eau de ton robinet, quoi ». Donc limite, je lui dis quitte à acheter avec des pesticides, achète un truc qui vient de l'autre bout du monde, au moins tu préserves ton robinet, quoi. Mais c'est ça la vraie vie, en fait. C'est que quand même, il faut avoir en tête que notre consommation, et ça fait écho à la formation, l'information
Et je me dis, voilà, moi je suis juste une paysanne, je suis là parmi vous, au milieu de grandes entreprises, la mode, etc. Et moi j'ai vraiment envie qu'on fasse ensemble, quoi. J'ai vraiment envie, par mes témoignages, de réconcilier en fait l'assiette avec d'où ça vient, quoi. C'est vrai que la mondialisation, le marketing, l'ultra-transformation, le packaging a fait qu'on a oublié d'où venait ce qu'on mangeait, en fait. Vraiment. C'est-à-dire ça vient de l'usine, c'est tellement packagé. Mais on oublie qu'à un moment, il y a quand même un paysan qui a fait un truc, vraiment, qui a pris soin du paysage. Et donc moi, quand je suis en bio, je dis non seulement j'ai pris soin du paysage, mais j'ai pris soin de la qualité de l'eau, parce qu'en fait, un paysan, avant tout, c'est un producteur d'eau. Faut pas l'oublier, hein. On est tous finalement des producteurs d'eau. Parce que l'eau, elle passe par les forêts, elle passe par les villes, par l'artificialisation des sols, etc. Mais elle passe aussi par nos champs. Donc moi, je sais que l'eau qui sort de mon champ, elle est propre. Manque de bol, elle est mélangée avec de l'eau pleine de pesticides. Ça coûte des milliards collectivement en dépollution, des milliards en santé, en dépollution. Enfin, et tout ça, je me dis, pourquoi on n'arrive pas à cranter et à aller plus loin ? Parce que la transition, elle passera par là. Enfin, je veux dire, notre santé, notre survie, elle passera par là. Ça fait quoi ce que disait tout à l'heure ? Enfin, voilà, la planète, elle est juste là pour nous accueillir. Hein, mais si on ne prend pas soin d'elle, voilà. D'autres questions ? Ouais, j'arrive. Qui levait la main ? Bonjour, Sébastien Ozna d'EcoFarms. Moi, j'ai une question. Comment vous avez financé le programme Farmtastic et comment vous envisagez sa diffusion à grande échelle ? Alors, comment on a financé ? On a financé l'expertise de Solagro qu'on a mis au service de la COSEBI. On a financé les plantations de fleuries. On achète un avoine qui est en commerce équitable. Donc, on paye quand même un prix supérieur par rapport à du bio, par rapport à du conventionnel, à du bio. On va un cran encore plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on finance. Aujourd'hui, on a 15% de nos matières premières qui sont issues de Farmtastic. Donc, on l'a quand même un pourcentage assez significatif. On démarre, hein, c'est un programme qu'on a démarré en 2020. Voilà, donc en tout cas, c'est sûr que les efforts supplémentaires, ils méritent aussi un revenu supplémentaire. Donc c'est accompagné d'un premium. Ouais. J'ai une autre question ici, plutôt pour Christelle. Vous avez une vision apparemment de la fourche à la fourchette, donc c'est super intéressant. Question assez binaire. Aujourd'hui, vous manquez de consommateurs bio ou de producteurs bio. Et l'autre question que j'avais, c'est que moi, autour de moi, j'ai pas mal d'agriculteurs jeunes qui ont la trentaine, qui se sont déconvertis en bio. Et la question que je voulais, c'est est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de filière bio ? Enfin, si vous pouvez aussi nous donner un peu une vue de marché sur le bio, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu des surfaces en bio ? Et en fait, je trouve que ça envoie une image très négative, parce qu'aujourd'hui, quand un agriculteur il repasse de bio à conventionnel, pour le ramener demain à nouveau du bio, va falloir sortir les rames, quoi. Alors, il y a plein de raisons en fait sur tout ça. Il y a eu un retournement de marché quand même, 2022, retournement de marché. Ce qui s'est passé vraiment, alors si je parle des céréales, c'est ce que je connais le mieux. 2019, c'est un moment où les cours en conventionnel, en céréales sont plus que bas. Enfin, je veux dire, les conventionnels ont du mal à s'en sortir, c'est difficile. Et donc, l'opportunité de passer en bio est arrivée parce que 2019, c'était un moment où le marché bio était exponentiel. Enfin, je veux dire, était à 2 chiffres. Donc, il y a eu énormément de conversions en 2019. Il faut savoir que quand on se convertit en agriculture biologique, quand on fait des céréales, pendant 2 ans, on cultive. Donc la première année, on cultive en bio, mais on vend dans le conventionnel. La deuxième année, on est en conversion. Deuxième année, parfois, il y a un petit marché en conversion, mais bon, on n'est encore pas bio. On est bio qu'au bout de la 3e année. Et quand on se convertit, on a une aide de l'État qui dure pendant 5 ans. Paf, donc tout le monde se convertit en 2019, c'est génial, tout le monde est content. 2022, retournement de marché, c'est-à-dire arrêt de la consommation bio. Alors pour plein de raisons, hein, les raisons sont multiples. Il y a eu toutes ces allégations, vous savez, dans les supermarchés, qui se dit sans résidus de pesticides, pas de traitement après la récolte, haute valeur environnementale, enfin tous ces trucs qui ont fait croire aux gens que c'était du bio, mais rien à voir, quoi. Je veux dire, toutes ces démarches-là
sont quand même utilisateurs de pesticides. Donc du coup, bon, retournement de marché, là, ça a été vraiment très dur. Hein. Enfin, donc les linéaires dans les magasins qui ont énormément rétréci, donc sur le bio, il y a eu beaucoup de fermetures de magasins. Alors c'est vrai que chez Biocoop, on est assez résilient parce que même si on représente presque la moitié du marché de la distribution spécialisée, finalement, une année, il y a eu plus de 200 magasins bio qui ont été fermés, on en a fermé 36, quoi. Enfin, donc ça veut dire que quand même, je dirais que l'écosystème est assez solide. Et donc alors, 2022, retournement de marché, et en fait, si on compte 2019 plus 5, ça fait 2024, quoi. Et donc là, il y a plein de gens qui sont partis, qui se sont déconvertis. Oui, parce que finalement, la bio, ça se vend plus, il n'y a plus de consommateurs. Maintenant, j'ai pris le pognon, je me casse, quoi. Et ça, c'est vraiment violent ce que je dis, mais en tout cas, j'en parle aussi dans les ministères. Je veux dire, à un moment, qu'est-ce qu'on fait de notre argent public? Est-ce qu'on file de l'argent pendant 5 ans et puis après, tu fais ce que tu veux, tu repars en conventionnel? Enfin, ça, c'est compliqué quand même. Mais bon, alors il y a ça, et puis effectivement, là par contre, on sait que les consommateurs sont en train de revenir. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui revient aussi. Enfin, je veux dire, les maladies de nos enfants, les maladies de nos parents. Enfin voilà, on est tous malades. Hein. Enfin, je veux dire, sachez-le, à un moment ou un autre, même quand on consomme bio, parce qu'on respire pas bio, et puis on boit l'eau du robinet, pas bio non plus. Donc je pense, c'est un projet collectif, quoi. On doit faire tous ensemble. On n'y arrivera pas si on ne fait pas tous ensemble, vraiment. Bonjour, moi j'ai 2 petites questions. Donc, je suis passé par des écoles d'agro, notamment l'ISARA et Wageningen. Et il y a une quinzaine d'années, quand je suis rentré, moi j'avais une sensibilité sur l'agroécologie, le bio. Et mon premier jour, on m'a dit, on n'est pas là pour compter le cul des lapins et les pâquerettes, on est là pour nourrir le monde et être compétitif sur les marchés. Donc, il y a une de mes premières questions, c'est comment on fait pour changer les mentalités, et notamment chez les ingénieurs agro, s'il n'y a pas de formation concrète, ou en tout cas, c'est juste de la façade. On va vous dire qu'il y a une formation en 5e année pour 6 étudiants. Et la deuxième, où je vais mettre les pieds dans le plat, c'est est-ce qu'on peut nourrir le monde avec de la bio certifiée, abordable pour les petits gens qui manifestaient avec des gilets jaunes sur les ronds-points? Moi, je veux bien sur la bio, parce que celle-ci, c'est un grand classique, donc on la maîtrise super. La bio ne peut pas nourrir le monde. Si. Alors, pas toute seule. En fait, un changement de pratique alimentaire, ça passe par le bio et le végétal. Donc, la combinaison bio et végétal, ça peut nourrir le monde. Aujourd'hui, on a 70% des terres qui sont dédiées à l'élevage. Voilà. On réduit un peu sa consommation de viande et de produits laitiers. Et en effet, on pourra compenser les rendements qui sont inférieurs en bio. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le bio ne peut pas nourrir le monde. Oui, et on jette un tiers de ce qu'on produit. Donc, on n'est pas obligé d'être dans un système hyper productiviste. On pourrait aussi produire moins, jeter moins, manger plus végétal. Et avec ça, il y a énormément... Aujourd'hui, on a plusieurs scénarios de transition alimentaire développés par l'IDRI, Solagro, etc., qui montrent tous qu'on peut manger bio, à condition en effet de changer un peu ses pratiques alimentaires et nourrir le monde. On n'a pas de problème, la transition est faisable en France, on a plusieurs scénarios qui montrent que c'est faisable. Et alors, c'est vrai que je rajouterais que quand tu dis qu'il y a énormément de surfaces qui sont pour l'alimentation animale, enfin, manger moins de viande, c'est justement arrêter de manger de la viande industrielle, de la viande qui n'a aucun sens d'un point de vue nutritionnel et puis d'un point de vue bien-être animal, bien-être même pour le producteur. Vraiment, je trouve ça incroyable. Et donc, c'est ces animaux-là, c'est l'élevage intensif qui mangent les surfaces qui pourraient être de l'alimentation pour nous, en fait. Pour autant, l'élevage extensif, il en faudra aussi. Enfin, moi, je suis pas... On est tous végétariens, quoi. On a besoin des animaux. On a besoin des animaux pour les pâtures. On a besoin des animaux pour éviter les feux de forêt. On a besoin des animaux un peu partout. Et du coup, il y a des... Enfin, je pense qu'il faut garder la viande dans notre alimentation. Mais par contre, mangez-en qu'une fois par mois s'il faut, mais de la super viande, quoi. Mais il faut arrêter de manger de la viande industrielle, clairement, quoi.
Alors juste pour compléter sur la question de nourrir le monde, il y a effectivement donc 10 Years for Agroecology et puis After, des scénarios qui sont en constante remise à jour parce que les paramètres évoluent. Mais regardons simplement notre ration calorique. Aujourd'hui, on sait qu'elle est excédentaire globalement, pas pour tout le monde. Hein. La précarité alimentaire, elle s'accroît malheureusement et il faut faire ce bilan-là aussi. Mais globalement, on mange trop, on a trop à notre disposition. Ensuite, les cultures énergétiques. Aujourd'hui, quelle surface on consacre à la production d'énergie qui sera finalement utilisée peut-être pour chauffer des bâtiments auxquels il n'y a pas de fenêtre ou des congélateurs qui n'ont pas de porte. Faut réfléchir aussi à tous les usages de la surface qui est aujourd'hui agricole et qui peut être finalement consacrée à l'alimentation plus saine. Pour la question de la formation. Aujourd'hui, formation. Donc, il se trouve que j'ai été moi-même prof en enseignement agricole. J'ai mon petite vision particulière là-dessus. Et en plus, dans le contexte actuel, il y a la loi d'orientation agricole qui vient d'inscrire dans le marbre que le renouvellement des générations, c'était la priorité numéro 1, encore une. Et il y avait un volet formation dans cette loi d'orientation agricole. Et bien aujourd'hui, malheureusement, tout ça pour ça, on ne va pas avoir, désolé pour tous les élèves et les étudiants qui vont venir avec un appétit comme vous dans les formations agricoles, malheureusement, il n'y aura surtout rien d'obligatoire. On va faire une espèce de sensibilisation à l'agroécologie en général, donc un truc un peu fourre-tout dans lequel on pourra très bien trouver la formation très très superficielle pourvu que ce soit un peu verdi, ça ira à tout le monde. La question, c'est comment on s'empare des logiques de formation des apprenants aujourd'hui, que ce soit en formation continue ou en formation initiale. Comment est-ce qu'on s'occupe des programmes? Les enseignants sont aujourd'hui nombreux à vouloir eux-mêmes se former, eux-mêmes sont nombreux à faire un gros complexe là-dessus. Moi, j'ai plein de collègues qui étaient bien embêtés de devoir respecter un programme alors que leur sensibilité et puis finalement leur bon sens d'observateur des pratiques leur montrait qu'il y avait besoin d'aller vers autre chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a une profession qui est très bien représentée dans cette évolution des programmes, évidemment, qui est représentée aussi dans les conseils d'administration des établissements d'enseignement. Et cette profession majoritaire-là, elle a quand même encore une logique qui vise à aller encore nourrir une planète, mais peut-être 2 ou 3 ou 12 planètes si jamais il y avait besoin. Donc voilà, il faut s'emparer, nous, agricultrices, agriculteurs, des places qui nous sont laissées pour aller peut-être mettre un petit coup de pied dans la fourmilière de la formation, évidemment qu'on en aura besoin rapidement. Je crois qu'on a une autre question qui est là-bas aussi. Désolée, on va devoir s'arrêter là, mais pareil, je vous invite à poser vos questions peut-être pendant le cocktail qui sera bio. En tout cas, on remercie nos 3 intervenants pour cette superbe conférence. Merci. Merci beaucoup.